Bonsoir à toutes et à tous. Je suis référent territorial de Météo France pour le Pays de la Loire. En fait, je suis le point de contact institutionnel de Météo France sur la région. Et je suis aussi intervenant sur tout ce qui est changement climatique, info scientifique sur le changement climatique. Météo France, dans son décret de constitution, a en charge l'étude sur le réchauffement climatique, la mémoire du climat, qu'on fait depuis très très longtemps, et puis aussi du coup l'étude sur l'évolution du climat. Alors on va d'abord définir ce que c'est que le climat et le système climatique. En fait, le climat, vous avez sûrement entendu parler des normales, les fameuses normales, la température est en dessus et en dessous des normales. C'est des moyennes sur 30 ans. On fait des observations tous les jours, et ces observations-là, on les garde en mémoire et on fait des moyennes. Et quand on parle de climat, on parle de cette évolution-là depuis le début du XXe siècle et sur la région là, depuis 1950, où on a des observations vraiment quotidiennes. Alors, ça c'est pour les variables météo, les variables climatiques, et ensuite on a le système climatique qui est composé, là comme on le voit sur la diapo, de différents éléments. L'atmosphère, dont la composition varie actuellement, la cryosphère qui est tout ce qui est, j'allais dire tout ce qui est blanc, manteau neigeux, la glace, etc. L'hydrosphère c'est tout le cycle de l'eau. La biosphère, c'est le vivant. Voilà, la lithosphère, au vu des... donc c'est tout ce qui est le sol, mais au vu des échelles de temps et de la lente évolution de celle-ci, n'intervient pas vraiment dans l'évolution du climat. Alors ce système-là, en fait, est relativement immuable. Il y a deux choses qui varient quand même, qui sont des... Alors, un, c'est la source de vie, la source de chaleur. C'est le rayonnement solaire. Et puis l'autre chose qui varie de manière naturelle, c'est les éruptions volcaniques. C'est le seul élément qui vient un peu de la lithosphère et qui fait varier le climat. Juste pour dire quand même que grâce, en fait, là je vais parler des gaz à effet de serre, mais cet effet de serre au départ il est naturel. Il est lié à l'atmosphère, à la composition de l'atmosphère, il est lié à la vapeur d'eau, et grâce à cette petite pellicule en fait, qu'on a au-dessus de nos têtes, une petite pellicule, c'est 10 km à peu près d'épaisseur, on a une température qui permet la vie. Sans cette atmosphère-là, de par les paramètres astronomiques de distance par rapport au Soleil, on aurait une température de moins 18 degrés. Moins 18 degrés, on est peinard, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de problème. Donc grâce à l'atmosphère, grâce à la vapeur d'eau, on a une température moyenne de grosso modo 15 degrés sur l'ensemble de la Terre, sur l'ensemble de la vie. Le problème, c'est que cette température moyenne dont je viens de parler évolue depuis 1850-1860 de manière un peu trop rapide. Alors, sur ce graphe-là, il y a pas mal d'infos. Donc tout ce qui est les points noirs, qui varient beaucoup, ce sont les observations faites depuis 1850. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle de moyenne. Vous voyez que d'une année sur l'autre, ça bouge quand même pas mal. C'est pas facile de suivre cette évolution-là. Donc du coup, on fait des moyennes sur 30 ans, d'une manière générale. Depuis 1850, on a une augmentation. Alors en 2020, on avait une augmentation de 1,2 degré. Mais ça c'est un chiffre qui change régulièrement. Donc j'ai fait une actualisation au 17 janvier, il y a une semaine. Alors je suis désolé, ça ne se voit pas super bien, mais c'est 1,26 ou 1,28. Alors c'est un chiffre, c'est facilement trouvable sur Internet, c'est un chiffre qui évolue en permanence. D'accord ? Donc cette température-là augmente. L'idée c'est de savoir, on peut le savoir de suite, là, c'est quelle est la cause principale de cette évolution de température. Est-ce que c'est un cycle naturel ou est-ce que, comme on l'entend dans les journaux, comme certains scientifiques le disent, est-ce que c'est la responsabilité de l'être humain? Donc les scientifiques se sont amusés à faire des simulations numériques qu'avec les variations naturelles, c'est-à-dire le soleil et le volcanisme. Au début, c'est la courbe bleue.
à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, la courbe bleue suit à peu près la courbe noire. Il n'y a pas trop de solutions, il n'y a pas trop de problèmes, pardon. Sauf qu'à partir du milieu du 20e siècle, la courbe noire continue d'augmenter, mais pas la courbe bleue. Par contre, si on s'amuse, les scientifiques sont des grands joueurs, hein, mais s'ils s'amusent à rajouter tout ce qui est lié à l'activité humaine, et à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, des mauvais gaz à effet de serre, je veux dire, c'est-à-dire la voiture, l'industrie, l'agriculture, etc. Bon, évidemment. C'est la courbe rouge, on va dire, voilà, je vais le faire comme ça. Là, la courbe rouge suit à peu près l'évolution des points noirs. Et c'est ce qui permet aux scientifiques du monde entier de dire que c'est vraiment l'activité humaine, de par l'émission des gaz à effet de serre, merci, qui est responsable de la... Ah oui, bien sûr. Il est plus haut en plus. C'est l'activité humaine qui est responsable de cette élévation de température. Là, c'est vraiment une preuve scientifique de ce lien entre activité humaine et élévation de température. Donc ça, c'est une température moyenne sur l'ensemble du globe. Quand on regarde l'élévation de température sur le globe, par région, on s'aperçoit qu'elle n'est pas de 1,28 degrés partout. Elle n'est pas homogène. Il y a des endroits où ça se réchauffe plus que d'autres. C'est où ces endroits-là? C'est les hautes latitudes de l'hémisphère nord. C'est l'hémisphère nord qui se réchauffe plus vite, plus que l'hémisphère sud. Pourquoi? D'après vous? Alors, d'une part, il y a plus d'activité humaine, mais c'est surtout qu'il y a plus de terre. La terre se réchauffe plus vite et produit plus de chaleur que les océans. Donc c'est pour ça que c'est essentiellement dans l'hémisphère nord qui se réchauffe et les hautes latitudes. D'autres paramètres météo dont on parle beaucoup dans ce changement climatique, c'est les précipitations. Alors la précipitation, c'est un peu plus compliqué. En fait, vous avez l'évolution, c'est une double courbe. L'évolution année par année et en fonction de l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Donc on voit que là c'est plus humide, là c'est plus sec. Et on voit une forte variabilité annuelle des précipitations. Il n'y a pas vraiment de tendance, on ne peut pas faire une moyenne mondiale comme sur la température. Avec des zones ici, on le voit bien, où ça s'assèche un peu et où d'autres zones sont plus humides. D'autres paramètres météo, c'est le contenu calorifique, c'est-à-dire de l'océan superficiel, c'est-à-dire la capacité qu'a l'océan de manger, d'absorber la chaleur qui est en trop dans l'atmosphère. Donc ça augmente régulièrement. La banquise arctique en été, donc régulièrement on a des articles de journaux sur cette info-là, elle diminue, avec un fort taux de décroissance, ce qui fait dire à certains scientifiques qu'en 2060, il n'y aurait plus d'extension de la banquise en été. Donc alors ça, c'est un double effet qui se coule. Parce qu'en fait, la banquise renvoie la chaleur du soleil. D'accord? Puisque c'est les fameux plus blancs, la couleur blanche, renvoie la chaleur. Donc s'il n'y a plus de banquise, ça veut dire que la chaleur va aller dans l'océan. Va se réchauffer encore plus le poêle. Et s'il n'y a plus de banquise, ça ouvre aussi une voie pour les navires qui, au lieu de faire un grand tour, désolé pour la géographie, mais au lieu de faire un grand tour, vont couper par le pôle Nord. Donc amener encore plus de pollution dans le pôle. Niveau mondial de la mer, qui augmente régulièrement et qui, jusqu'à 1990 à peu près, a augmenté de 1,7 mm par an, et, au niveau mondial, c'est toujours pareil. Et depuis 1990, on augmente de plus de 3 mm par an. Alors 3 mm, c'est pas grand-chose. Sauf que sur 10 ans, c'était déjà 3 cm. Et là, ça commence à attaquer certaines zones, si le sol est relativement plat, etc.
Et puis les glaciers et la couverture de neige dans l'hémisphère nord qui diminue aussi régulièrement. Les stations de ski en France, ça en occupe déjà, elles sont déjà inquiètes, commencent à changer leur investissement, à changer un peu leur fusil d'épaule et à promouvoir les activités d'été plus que d'investir dans les activités d'hiver. Alors localement, à gauche, vous avez la moyenne annuelle depuis 1900 pour la France. Le trait noir, c'est la moyenne sur 11 ans. Et on voit que l'écart est par rapport à la normale 1961-1990. À l'heure actuelle, quand nous on parle souvent, on utilise la normale 1991 ou 2020, mais là les graphes sont toujours par rapport à la normale 1961-1990. Et on voit que les dernières années sont systématiquement plus chaudes que cette normale. En G, on regarde depuis 1960, c'est pareil. Il n'y a pas de raison. La France est comme le reste du monde, et Angers c'est comme le reste de la France. Désolé pour les Angevins, mais plus sérieusement, l'été 2022 a été quand même assez particulier. D'accord ? Vous avez ici la température quotidienne, alors moyennée sur l'ensemble du département, la maximale et la minimale. Quand c'est rouge, c'est au-dessus de la normale. Il n'y a pas photo. Hein. De juin à septembre, il y a quand même beaucoup plus de rouge que que de bleu. L'année 2022 est la plus chaude sur le Maine-et-Loire depuis qu'on a des mesures, avec des beaux records, presque 43 degrés, sous abri, le fameux abri météo, c'est-à-dire un abri qui est à l'ombre, à l'intérieur, un peu comme une ruche. Mais là, je m'égare. Pour vous dire aussi que sur les 10 années les plus chaudes, mesurées à Maine-et-Loire, 8 sont dans les 10 dernières années. D'accord ? C'est aussi un des marqueurs du réchauffement. En haut, là, vous avez les vagues de chaleur. Type canicule, l'équivalent des canicules. On voit ici, il y a 4 phénomènes cet été, dont pour moi, un des plus préoccupants, c'est celui début juin, mi-juin. C'était la veille du marathon des entreprises, je ne sais plus, quelque chose comme ça, qui a été annulé. Pour mémoire, 2003 est là, d'accord, qui est la plus grosse canicule qu'on ait encore connue parce qu'il y a un long moment, 10 jours, 15 jours en une seule fois, alors que là, en durée, ils sont un peu plus courts. Et on voit que les vagues de chaleur ont quand même pas mal lieu depuis les années 2000, plutôt que dans les années 70-80, d'accord ? Inversement, vous avez les vagues de froid ici. Les vagues de froid sont plutôt là que dans nos dernières années. Ça, c'est aussi le deuxième aspect du changement climatique, c'est qu'il fait plus chaud réellement l'été, mais il fait beaucoup moins froid l'hiver, même si aujourd'hui, il vaut mieux avoir plus. Mais les vagues de froid sont beaucoup moins fréquentes qu'auparavant. Alors les précipitations en France, puisque je parlais du mondial au local, vous avez ici les tendances d'évolution des précipitations. On entend beaucoup dans la presse, dans les médias, qu'il va y avoir de moins en moins de pluie sur l'année, etc. En fait, l'observation qu'on a, nous, aujourd'hui, les tendances qu'on a, c'est que la France est un peu divisée en deux, un peu coupée en deux. Le nord, où, grosso modo, les précipitations augmentent légèrement, très légèrement, sur la moyenne annuelle, et le sud, où là, ça s'assèche. En fait, le problème des précipitations, alors, je passe le même graphe pour Angers, donc c'est juste à côté de Nantes, mais on voit très bien la grande variabilité annuelle. Et vous avez ici une autre manière de mesurer la précipitation, c'est une saison hydrologique. C'est du 1er septembre au 31 août. 2022, c'est la troisième année la plus sèche après 1976 et 2005.
Mais on voit là aussi une grande variabilité annuelle. Alors, ça c'était pour le constat. On a vu aussi le constat sur les paramètres météo. On a vu aussi que ce réchauffement de la planète était lié aux activités humaines, donc à l'émission de gaz à effet de serre, donc à l'émission de dioxyde de carbone. Vous avez ici un graphe que j'aime beaucoup, qui est l'évolution de l'émission du carbone année par année au niveau mondial. Et on voit que celui-ci augmente régulièrement, d'accord? Sauf, de temps en temps, il a un petit peu un temps d'arrêt. Et c'est à chaque fois lié à une crise de la société humaine. Les premiers chocs du pétrole, la dissolution de l'Union soviétique, la crise financière asiatique, la crise de 2008, voilà, la crise du Covid. Où là, il y a vraiment un bon temps d'arrêt. Mais rassurez-vous, on a récupéré les valeurs d'avant Covid. Alors, on a entendu quelqu'un, lors de ses vœux, dire qu'on ne pouvait pas prévoir cette crise climatique. Alors, sans remettre en cause ses propos, pour dire quand même que le GIEC a été prix Nobel en 2007, c'est-à-dire que la communauté internationale, politique, diplomatique, a considéré que les propos du GIEC étaient suffisamment d'importance pour en tenir compte. Donc ça fait quand même quelques années qu'on est au courant qu'il y a un problème avec le climat. Et puis on voit... Alors, il y a quand même une chose positive dans ce graphe. Alors c'est pas la courbe en noir, c'est la courbe en rose. Qui est la quantité de CO2 émise par unité du dollar dans le PIB mondial. C'est-à-dire qu'en 1970, on émettait 700 grammes, à quelque chose près, je suis désolé pour les approximations, allez, on va dire 650 grammes de CO2 par chaque unité du PIB mondial. En 2022, on est à un peu moins de 300 grammes, ce qui veut dire que notre économie est de moins en moins liée au carbone. D'accord? Alors, chaque dollar émet moins de CO2. Le truc, c'est que quand même le PIB mondial a quand même pas mal augmenté. Donc, ce qui fait que l'émission annuelle de CO2 augmente pas mal. Et puis, bon, les autres gaz à effet de serre augmentent eux aussi dans des proportions assez astronomiques. Autre manière de voir les émissions de gaz à effet de serre. Depuis le milieu du 19e siècle, au départ, l'être humain utilisait le bois pour se chauffer, pour toute source d'énergie. Il a trouvé que le charbon était pas mal. Donc du coup, on rajoute un peu. D'accord? Ensuite, il a découvert le pétrole. On rajoute. Et puis le gaz. En fait, ce graphe montre qu'à chaque fois qu'on découvre une nouvelle source d'énergie, on ne fait pas l'économie de la précédente, mais on la superpose à celle-ci. Après, qui c'est qui émet? Donc là, c'est l'émission annuelle de CO2 par les différents pays. L'Amérique, l'Europe, la Chine, qui émet quand même beaucoup, mais qui émet beaucoup depuis 1990 et les années 2000. C'est-à-dire la période où nous, on s'est désindustrialisé, où l'Europe et l'Amérique, etc., s'est désindustrialisé. Ça se voit aussi, là, ce même graphe, mais par tête d'habitant. Par tête d'habitant, les USA sont champions du monde. 15 tonnes de CO2 par an, par habitant. Les Russes sont pas mal, 12 tonnes. Les Japonais, les Chinois sont en dessous. Alors que là,
comme ils sont nombreux, forcément, il y avait beaucoup de CO2, mais quand on ramène par tête d'habitants, ça fait déjà beaucoup moins. Et l'Europe, en fait, on voit le croisement avec l'Europe au début des années 2010. Parfois, certains climato-sceptiques disent « moi je ne fais rien », et surtout dans nos pays. Moi je ne fais rien tant que les autres ne font pas. En fait, nous on fait quand même partie de ces 10 personnes de là, 10% des personnes qui émettons le plus de gaz à effet de serre. Donc si nous on ne bouge pas, il n'y a pas de raison que les 90 autres personnes, 10% de la population mondiale, fassent quelque chose. Quand on voit, voilà, que 50% des personnes émettent moins de 15%. Et puis, moi je viens de Nantes, vous habitez. Je peux avoir aucun problème avec ces appareils-là. on voit que 70% des émissions sont faites dans les villes. D'accord? Donc c'est nos voitures, etc. Voilà. Là, vous avez l'explication des gaz à effet de serre, de la source des gaz à effet de serre. En Europe et en France. Alors là, il y a plusieurs choses. Donc, les objectifs par rapport à 1990 pour l'Europe. En 2020, on devait avoir diminué de 20%, et en 2030, c'est-à-dire tout bientôt, 2030, de moins 55%. Alors on est à peu près à moins 30 à l'heure actuelle. Avec l'objectif, pour rester dans le cadre des accords de Paris, d'être en neutralité carbone pour 2050. Alors la source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est tout ce qui est lié à l'utilisation de l'énergie. Alors l'utilisation de l'énergie, d'abord il faut la produire. Donc ça, en fait, de produire de l'énergie qu'on va utiliser par ailleurs, ça consomme beaucoup de CO2. Le charbon, pétrole, on l'utilise beaucoup dans les transports et pour fabriquer des choses, et dans nos maisons et dans nos bureaux. En France, c'est un peu différent. Bon, la proportion ici est à peu près la même qu'en Europe, sauf que produire de l'énergie, chez nous, ça ne coûte pas de CO2. Ça, c'est le fameux débat actuellement avec le nucléaire. Le nucléaire a beaucoup de défauts, mais il ne produit pas de CO2. Par contre, nous, on a un gros problème avec le transport et le résidentiel tertiaire. Alors, voilà, là, il y a beaucoup d'infos. Ça va peut-être faire. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout expliquer. Je ne sais plus. Ah oui, j'ai déjà dépassé. C'est ça. Bon. Je ne sais plus, mais j'ai dit beaucoup. En fait, là, il y a beaucoup de chiffres. Dans celui-là, qui est intéressant, parce qu'on diminue quand même. J'ai eu beaucoup de discours négatifs jusqu'à présent, mais le positif, c'est quand même qu'on diminue depuis 1995, on passe de 11,2 à 8,9, qui est l'émission par habitant de CO2. D'accord? Mais tout compris, c'est-à-dire ce qu'on fait localement, mais aussi tout ce qu'on importe dans notre pays, c'est-à-dire ce genre de gadgets, l'ordinateur, nos habits qui viennent de Chine, etc. Donc tout ça, on arrive à 8,9. Alors, c'était 2021, l'année Covid, etc., mais quand même, c'est dans le bon sens. Alors, juste, quand même, parce que l'objectif 2050, c'est 2 tonnes par habitant. D'accord? On est à 8,9. Autre chose, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de communication quand même sur Ouest France ou dans le Corée de l'Ouest, etc. Mais Angers est une des 9 villes françaises qui a été choisie par l'Europe pour Paris. Un projet d'être neutre pour le climat en 2030. Donc là, la municipalité, la communauté, la communauté de communes, ou la métropole, oui c'est une métropole, pardon, Angers Métropole, va sûrement accélérer le processus. Alors, donc du coup, il faut que j'accélère moi aussi. Ça, c'est les prévisions, les projections par les scientifiques qui ont été publiées par le GIEC, suivant les scénarios de développement économique et de partage entre pays riches, pays en voie de développement, etc. Si on émet peu de carbone et qu'on est très solidaire au niveau mondial, on aura une augmentation de température, c'est le SSP 1.9,
d'environ 1,5 degré, c'est-à-dire le projet, le cadre de la coque de l'intérieur. Si on laisse faire, et qu'on se fout de tout le monde, ça ira jusqu'à 4,5 degrés environ au niveau mondial. Avec du coup des conséquences très différentes suivant les zones. Vous avez suivant en haut, suivant l'ordre, la moyenne mondiale, les différentes zones de réchauffement avec les différentes valeurs, où on voit que si on laisse faire, on peut aller jusqu'à 8 degrés au pôle Nord et dans l'hémisphère nord, dans le nord de l'hémisphère nord. Autre, vous avez les précipitations en bas. Quand c'est marron, c'est sec. Quand c'est vert, bleu, c'est humide. Les variations. Donc on voit que de toute façon, nous, le bassin méditerranéen va connaître une forte diminution des pluies. Et nous, le reste de la France, en fait, on est dans cette situation entre les zones qui s'assèchent et les zones qui deviennent plus humides, le nord de l'Europe. Et notamment pour l'ouest de la France, on est dans cette zone encore plus là, encore plus ciblée, où, grosso modo, ça ne devrait pas trop bouger pour nous. En répartition sur l'année et en moyenne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des années sèches qu'on va connaître, etc. Mais en moyenne, ça ne devrait pas trop évoluer. Par contre, pour le bassin méditerranéen, moins de pluie et plus chaud. Alors du coup, je voulais quand même vous dire ce que ça peut donner pour vous, parce que pour le Maine-et-Loire. Une température moyenne qui augmente de 3,5 degrés. On passerait de 12 sur l'année à 15. Quand on gagne 1 degré, le climat monte de 200 km au nord. Donc 3 degrés, ça fait 600 km. C'est-à-dire que ça ferait le climat de Toulouse, à quelque chose près, qui viendrait à Angers. Deux choses intéressantes, enfin, tous les graphes sont intéressants, mais le nombre de nuits tropicales qui évoluerait, c'est des nuits qui sont supérieures à 20 degrés. C'est ces nuits-là où on dort mal, c'est ces nuits-là où on récupère pas bien, et c'est ces nuits-là où c'est dangereux pour notre santé. Parce qu'en fait, les journées chaudes, on enlève un pull, on enlève un t-shirt, etc. On se met à l'ombre, ça va. Enfin, ça va, entre guillemets. Mais c'est surtout, on a besoin de nuits fraîches pour retrouver de la force pour lutter contre les jours chauds. Et puis, un nombre de diminution de jours de gel assez important. Donc là, c'est des problèmes pour l'agriculture, c'est des problèmes pour les types de bêtes qui ne vont pas disparaître comme les moustiques tigres. Les moustiques tigres, s'ils n'ont pas de gel, ben, ils vont rester. Hein. Enfin, voilà, tout ce genre de petits désagréments. Ah oui, ça c'est les vagues de chaleur. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les petits ronds? 2003 est là. Si on ne fait rien, le fameux scénario où on laisse faire, où on se moque de nos émissions, ça donne tout ça. Donc c'est-à-dire que 2003, grosso modo, donc qui est 2022, on se qualifierait presque. D'accord? Alors ça c'est pour l'évolution de la pluie, ce que je disais tout à l'heure, c'est que grosso modo sur l'année, ça ne bougerait pas tellement. D'accord? Il y a une légère augmentation, mais c'est surtout une répartition un peu différente de la pluie, avec un peu moins en été et un peu plus en hiver. Et puis des périodes de sécheresse, parce qu'il y a un nombre de jours sans pluie qui augmente. Alors ça, c'est les différentes conséquences. Donc j'ai parlé du moustique tigre, moins de neige, j'en ai parlé un tout petit peu au début. Les feux de végétation, on a connu ça encore cet été, ou déjà. Donc là, c'est des feux de végétation qui seront de plus en plus fréquents. Une perte de rendement au niveau agricole, voilà. C'est ce genre de surprise, de joyeuseté. Et puis, là je finis là-dessus, c'est sûr. Ce qu'il faut comprendre, enfin, la première phrase est intéressante, parce que, enfin, les deux phrases sont intéressantes, mais la première dit vraiment qu'on a la chance de comprendre ce qui se passe. D'accord? On a des super scientifiques, on a les moyens de calcul, et on sait ce qu'il faut faire. La deuxième phrase, donc Valérie Masson-Delmotte,
Alors, Valérie Masson-Delmotte, elle est vice-présidente du groupe scientifique du GIEC, et c'est elle qui a formé les membres du gouvernement pendant cet été. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont eu une petite matinée très rapide pour être formés sur le changement climatique. C'est madame qui les a formés. Il a dit que c'est maintenant qu'il faut agir. Alors c'est vrai que ça va coûter des sous, c'est vrai que ça va pas être agréable, ça va nous demander des efforts, mais c'est à nous d'agir pour que pour nos enfants et nos petits-enfants, ça soit plus facile de vivre et qu'ils aient moins d'efforts à faire pour survivre. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc je travaille à l'Université d'Angers dans un département de physique. Je suis maître de conférence. Donc je vais essayer d'expliquer de manière la plus simple parce que peut-être les personnes qui sont là peut-être sont toutes convaincues des problématiques et comme mon collègue l'a souligné, il y a des mesures, des valeurs. Des fois c'est assez difficile de comprendre pour les gens ces questions de réchauffement climatique. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc c'est assez difficile, il y a des gens qui ne croient pas. Souvent peut-être qu'ils n'ont aucune notion de physique. Donc c'est compréhensible qu'ils ne croient pas. J'ai apporté un petit dispositif que je vous montrerai à la fin, qui est basé sur les principes des lois des gaz. Donc quand on voit, c'est plus concret, on peut expliquer de manière la plus simpliste possible le réchauffement climatique. Donc je vais essayer de l'expliquer de la manière dont je le vois. Et aussi, vous voyez, souvent on associe le réchauffement climatique à des notions d'énergie. Donc déjà, il faut comprendre cette notion d'énergie qui est une notion qui n'est pas très palpable. On ne va pas dire, c'est pas comme on a pris 1 kilogramme de pommes de terre ou des pommes et on va dire, on les sent, on les voit, on va dire, c'est une... Mais en quelque sorte, on peut voir ça comme une quantité d'énergie. Si on pense que, par exemple, on mange des pommes, ça nous génère de l'énergie, ça nous permet de bouger. Donc la notion d'énergie est forcément associée à la nécessité d'avoir un mouvement. Donc en fait, notre besoin, parce que chacun on dit on a besoin d'énergie, on a besoin d'énergie. Donc en fait, c'est notre façon, les êtres humains ont besoin de mouvement. On ne peut pas rester tranquille sans bouger. Il faut qu'on ait une activité, il faut qu'on bouge et qu'on fasse des choses. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette notion d'énergie. Et en plus, on veut une énergie que ce soit en continu. On veut un mouvement perpétuel. Donc, ces mouvements perpétuels, on peut se dire que dans la nature, elle existe. Les électrons qui tournent autour de noyau, donc ils tournent en continu, ils ne s'arrêtent pas. Pourquoi ils tournent? Bon, on ne sait pas, personne ne peut le dire. Pourquoi la Terre tourne autour du Soleil? Pareil, on ne peut pas savoir. Mais ça tourne, et ça continue de tourner. Mais si on observe la nature, on se rend compte qu'il y a une notion d'équilibre. Et ça tourne et c'est toujours à bonne distance, la vie existe parce qu'on est à bonne distance, le soleil, etc. Donc dans la nature, il y a des équilibres qu'il faut atteindre. Et nous, l'être humain, je pense qu'on doit aussi tendre vers cette notion d'équilibre. C'est comme si on voudrait que la Terre tourne plus vite et parce que nous, on veut qu'elle tourne plus vite. Comme les voitures, qu'elles vont plus vite, les avions, etc. etc. Bon, à un moment donné, la nature ne peut pas, enfin, les lois de la nature, on ne peut pas les nier. Et l'avantage quand même de la physique, c'est qu'elle est basée sur des sciences, enfin c'est une science exacte. C'est comme ça. Et si on observe la chimie, la physique, c'est toujours une notion d'équilibre. Et souvent, pourquoi on équilibre? Toujours le corps chaud qui donne la chaleur au corps plus froid. Pour forcer le système pour qu'il fasse l'inverse, il faut effectuer un travail. Mais de manière naturelle, c'est toujours le corps plus chaud qui cède à un corps plus froid. Pourquoi il y a le vent? Donc, le vent, c'est parce qu'il y a plus d'air à un endroit et moins d'air à un autre endroit, ou moins de masse d'air, moins de quantité. Donc là où il y en a plus, ça va vers là où il y en a moins. Donc là, on a les mouvements d'air, on a les vitesses, les vents, etc. Donc il y a toujours une notion d'équilibre. Donc maintenant, la notion d'énergie. Donc si on veut comprendre l'énergie, il faut se dire qu'il y a cette forme d'énergie. En fait, non, on ne produit pas de l'énergie. L'énergie, elle est là et elle ne fait que transformer l'énergie d'une forme à l'autre. Donc on a appris à faire ça. L'être humain, il a appris, c'est un être intelligent, et on a appris à jouer avec l'énergie. Donc on peut avoir de l'énergie qu'on appelle mécanique, énergie thermique, chimique, électrique, magnétique, nucléaire et radiative. Donc derrière cette énergie, il y a toujours, par exemple, mécanique, on a un corps. Par exemple, une chute d'eau. Quand on fait les hydrocentrales,
on a une masse d'eau qui tombe, donc on a une énergie potentielle. Donc c'est lié dans le corps, masse en corps. Donc toujours derrière l'énergie, il y a une force. Donc là, on peut dire énergie potentielle, il y a la force d'attraction gravitationnelle de la masse d'eau. Après, on a l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est quoi? Parce que c'est là qu'il y a tout le concept ou le réchauffement climatique, ça réside dans ça. Parce qu'on transforme l'énergie, on a appris à la transformer. De mécanique en thermique, de chimique, en électrique, etc. D'une forme à l'autre, on a appris à toutes les transformer en ce qu'on veut. Par exemple, on a de l'énergie thermique, on veut autre chose, on veut électrique, etc. Donc à chaque fois, on peut la transformer. Mais chaque fois qu'on transforme, on va transformer qu'une partie sous la forme qu'on veut, et l'autre partie, c'est la plus abondante, c'est l'énergie thermique. Donc qu'est-ce que c'est l'énergie thermique? En fait, c'est l'agitation des molécules. Les molécules d'un gaz qui s'agitent. Donc plus l'agitation est grande, plus la température est grande. Et vice-versa, plus la température est grande, plus l'agitation est grande. Donc si on comprend ça, c'est très facile à comprendre le réchauffement climatique. Donc pour un gaz, plus les molécules s'agitent, ça veut dire de l'énergie cinétique en quelque sorte, plus la température augmente. Parce que la température, c'est une grandeur statistique qui dépend de l'énergie des molécules qui se situent dans un volume donné. Donc ça, c'est l'énergie thermique. Après, on a l'énergie chimique. L'énergie chimique, elle est contenue dans les liaisons entre les atomes. Donc on a, par exemple, si quand on brûle du bois, on va casser des liaisons entre les atomes de carbone. Et on va obtenir, en cassant ces liaisons, parce qu'entre les liaisons des atomes, il y a des forces. Plus la force est grande, plus l'énergie dégagée est grande. Donc on peut avoir de l'énergie thermique quand on brûle un matériau. On va transformer cette énergie chimique qui est contenue dans le matériau. Quand on brûle, on transforme l'énergie chimique en énergie thermique. Après, on peut faire de l'énergie électrique. L'énergie électrique, on va extraire les électrons des atomes et on va les faire bouger dans un circuit, etc. Donc vous voyez à quel point on est arrivé. Après, on fait un cordon magnétique très peu connu. Très peu connu, mais on utilise quand il y a des moteurs, et vous faites tourner des pales, une spire entre les deux pôles, on produit de l'électricité. Après, on a l'énergie nucléaire. Où elle est contenue cette force qui est à la base de l'énergie nucléaire? On est allé encore plus loin. On va à l'intérieur de l'atome, dans le noyau des atomes, il y a des neutrons et des protons. Et le noyau, il est petit et c'est serré. En plus, c'est que des particules qui sont positives et neutres. Comment ça se fait que des particules positives et neutres sont tellement serrées dans un noyau qui est très petit? Donc ça veut dire que les forces sont énormes. Même si c'est des particules positives, il y a des forces énormes qui tiennent ensemble le noyau et qui est compressé. Donc, l'être humain était capable de faire la fission des noyaux, donc de casser ces liaisons, qui donc une force énorme, donc derrière une force très grande et une énergie très grande. Donc on arrive à casser les liaisons entre les neutrons et les protons à l'intérieur des noyaux et on obtient une énergie énorme. Et ça, c'est l'énergie nucléaire et c'est ce qu'on fait dans les centrales nucléaires. On va bombarder les noyaux pour extraire cette énergie. L'énergie qu'on obtient, c'est de l'énergie thermique. D'accord? Et cette énergie thermique, on va la transformer après en énergie mécanique. Et après l'énergie mécanique, c'est l'énergie électrique. Et je vais vous expliquer comment. Et on a l'énergie radiative, c'est l'énergie, par exemple, les photons, l'énergie transportée par les photons. Les photons peuvent les voir comme des boîtes d'énergie, mais les plus petites boîtes de transport d'énergie. Et ces photons, donc ils arrivent sur la Terre, par rayonnement, c'est bien parce qu'ils traversent le vide, et c'est grâce à l'énergie du Soleil qu'on existe. Et donc toutes les ressources, sauf la géothermie, sont dues aux énergies qui proviennent du Soleil, directement ou indirectement. Donc voyons pour l'instant comment on produit l'électricité de nos jours. Dans grande partie, comment on produit l'électricité, parce qu'on va voir pourquoi l'électricité, en tout ce qui nous entoure, à la base, on a plein de dispositifs, plein des objets qui nous aident dans la vie quotidienne et qui nous ont rendu la vie plus facile, mais c'est grâce à l'énergie électrique. Donc comment ça fait cette énergie électrique? Donc en fait, il faut se dire qu'on ne produit jamais d'énergie. On transforme. Donc on transforme l'énergie et en plus, on se pose le problème du stockage. Mais l'énergie, elle est stockée. Elle est déjà stockée. Quand il y a le bois, le charbon, le pétrole, c'est de l'énergie chimique stockée.
Donc la nature l'a bien fait, elle est stockée l'énergie. Après, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle, il va brûler du charbon, du pétrole, du gaz. Et voilà le système de fonctionnement d'une centrale, qu'on appelle une centrale thermique. En fait, le nucléaire, c'est aussi une centrale thermique. Parce qu'on va bombarder des noyaux et on produit de chaleur. La chaleur, qu'est-ce qu'on fait? On va produire de l'eau chaude, on fait des vapeurs sous pression. Donc, l'énergie chimique ou nucléaire, qui était contenue dans les liaisons chimiques, dans le bois, dans le pétrole, dans le charbon. Donc, tout ça, on l'a transformé, cette énergie chimique, en énergie thermique. Quand on brûle, pareil, c'est pareil pour le nucléaire, quand on va faire la fusion. Donc, on a transformé l'énergie thermique. Après, on va mettre des vapeurs, on va faire tourner un moulin. D'accord? C'est le principe de toutes ces thermocentrales qui vont produire après l'électricité. Donc, le moulin qui va tourner entre les pôles d'un élément et ça produit de l'électricité. Donc, l'énergie thermique, après, elle est transformée en énergie mécanique et l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc, on a 3 transformations. Donc il faut se dire qu'à chaque fois qu'on a transformé l'énergie, une partie on récupère sous la forme qu'on veut, donc là, dans le cas, c'est l'électricité, mais tout le reste, c'est de l'énergie thermique. Énergie thermique, ça veut dire quoi? Réchauffement, on va chauffer. D'accord? Et comment ça se passe au niveau de la planète? Parce que maintenant, on ne peut plus juger localement, parce que la planète, c'est un système, on peut le voir comme un système fermé. Pourquoi? Parce que les particules de gaz, elles ne vont pas s'échapper dans l'atmosphère parce qu'il y a l'attraction gravitationnelle. Donc les particules de gaz qu'on va produire, elles restent au-dessus de nos têtes. Donc les particules de gaz qu'on produit, qui sont comme des petites, on va dire, des petits objets chauds, mais qui vont nous frapper partout. Et c'est ça qui nous fait qu'on a un état de disconfort. Et l'être humain, il est habitué, enfin on ne peut pas vivre qu'entre certaines gammes de température. On ne peut pas vivre en dessous de, je ne sais pas, moins 30 et plus haut que 40, 50. Donc la température à laquelle on se sent le mieux, on va dire c'est entre 15 et 25. Donc c'est une gamme très petite de température. Donc plus on aura ces particules de gaz qui ne font générer que de l'énergie, c'est de l'énergie thermique, plus on a, c'est comme on a notre maison qui est fermée, on va tout brûler. On brûle, mais après on ne veut pas que ça reste chaud dans la maison. Donc, la planète, donc c'est un système, comme c'est un système fermé, c'est le gaz ne peut pas s'échapper. Donc, tout le gaz qu'on va produire, il va être au-dessus de nos têtes. Parce qu'avec l'attraction gravitationnelle, il reste là. Donc maintenant, comment on va faire? Parce qu'on a transformé, qu'est-ce qu'on fait? On transforme une matière solide ou liquide en gaz, pétrole, charbon, bois. On transforme toutes ces matières qui étaient à l'état solide, liquide, et qui en fait c'était une sorte de stockage de l'énergie. On le transforme en gaz. Et le gaz qui s'agite, l'agitation thermique, et donc ça fait que ça chauffe. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, comment on peut réduire la quantité du gaz? Parce qu'on a parlé beaucoup d'émissions de CO2. Mais il n'y a pas que le CO2 qui fait chauffer. Il n'y a pas que le CO2, mais des choses. Pourquoi le CO2? Parce que quand on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, le gaz qui résulte, c'est du CO2. Maintenant, voilà une centrale de captation de CO2 et de stockage de l'énergie. Elle est quand même magnifique. Mais il faut qu'on soit en équilibre. Il faut que ce qu'on produit, nous, en CO2, la forêt soit capable d'absorber et de stocker à nouveau et retransformer le CO2 en bois, le bois en pétrole, etc. etc. Pardon. Et ça prend, on n'est pas sur les mêmes échelles de temps. Donc il faut respecter les échelles de temps de la nature. Sinon on ne peut pas faire un équilibre. Donc on a ces fameuses centrales. Maintenant, pourquoi le nucléaire est intéressant? On va dire intéressant d'un point de vue de l'énergie produite. Parce que si on prend du bois, du charbon, du pétrole, du gaz, de l'uranium, vous voyez ici les quantités de chaleur dégagées. Donc vous voyez la différence, par exemple, ce que vous pouvez faire avec un kilogramme de bois, avec du charbon, vous faites 1,5 fois plus, avec le même kilogramme de charbon, vous faites 1,5 fois plus d'énergie. Avec le pétrole, 2,8, avec le gaz, 3,3. Mais avec l'uranium, c'est 4,8, 10 puissance 6. C'est incomparable.
Donc ce qu'on peut faire avec peu de combustible nucléaire, on peut faire une quantité d'énergie énorme. D'accord? Maintenant, les rendements des centrales, que c'est tous des centrales thermiques, enfin, donc c'est nucléaire ou pas, ce sont de 30%, 35 à 45%. Donc 35% électricité, 65% de chaleur. D'accord? Que ce soit du bois, que ce soit du pétrole, du charbon. 35% d'électricité, 65% de chaleur, parce que c'est dans le principe de fonctionnement de ces centrales. Donc il faut se dire, même qu'on fait du nucléaire, peut-être qu'on n'aura pas d'émissions de CO2, mais tous les circuits de refroidissement, ça chauffe les rivières, ça chauffe les océans, après l'eau s'évapore, après on a la sécheresse, bon, l'eau s'évapore à un moment donné, il faut qu'elle retombe, non? Donc là on a plus de précipitations qu'on voudrait. Donc on a un déséquilibre. Donc il faut se dire que même si on a du nucléaire et même si ça ne produit pas du CO2, ça contribue quand même au réchauffement. Et ça contribue en quelle proportion? On va dire tout ce qu'on consomme nous en électricité, on a le double en chaleur. Donc voilà, c'est les constats. Et c'est sur des faits, les principes de fonctionnement de ces systèmes. Maintenant, c'est difficile à passer, à revenir en arrière, parce que quand on s'est habitué à un certain confort, mais c'est un confort qui va devenir un inconfort si on continue, parce qu'à un moment donné, on va plus pouvoir respirer, on aura trop chaud, et ce ne serait plus du tout un confort. Donc on a tous ces appareils, vous voyez, il y a des appareils qui permettent, avec l'électricité, c'est facile, l'énergie électrique, elle est facilement on peut la transformer facilement dans d'autres formes d'énergie. L'énergie radiative, thermique, mécanique, chimique. Par exemple, l'énergie électrique, on fait de la lumière, donc c'est une énergie radiative. On fait de l'énergie thermique, on a les chauffages électriques, on a des radiateurs électriques, on fait de l'énergie thermique. Tous nos instruments, on fait beaucoup de... Enfin, tout ce qu'on trouve dans la maison, on transforme l'électricité en énergie thermique. Vous voyez, tous les appareils, le champ, four, etc. Sèche-cheveux. Bon. Donc ça, c'est partie énergie thermique. Et l'énergie mécanique, ça aussi, ça nous aide. On a tous les appareils, déjà pour transporter, pour soulever des objets, etc. Donc ça, c'est énergie électrique transformée en énergie mécanique. Après, on peut faire de l'électrolyse. On peut aussi alimenter tous les appareils de communication, les téléphones portables, les ordinateurs, etc. Donc on a d'un côté les énergies fossiles plus le nucléaire, et on peut, comme vous disiez, 35% d'électricité, 65% de chaleur, et à côté on a des ressources, on va appeler renouvelables, qui ne vont pas engendrer des gaz à effet de serre. Et une des ressources, qui est à la base de tout, parce que le pétrole, le charbon, le fait qu'on a les arbres, c'est la photosynthèse, donc tout ça, ça vit grâce au soleil. On a une énergie qui nous vient gratuitement, le soleil. Comment on pourrait l'exploiter? Comment on pourrait l'exploiter mieux? D'une part, si on veut faire de l'électricité, parce qu'on peut toujours, pourquoi on s'accroche à l'électricité? Parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et parce que toutes nos vies, maintenant, ça tourne autour de l'électricité, tous nos appareils, tous les objets, c'est à base de l'électricité. Et ça va être difficile de s'en passer, parce que si on montre tous les appareils qu'on a vus, à quoi vous renoncez? À quoi on renonce? Si on veut faire, non. Donc c'est difficile. Donc maintenant, comment on pourrait réduire les étapes de transformation? Parce que vous avez compris, plus on réduit les étapes de transformation de l'énergie, par exemple, on a besoin d'énergie thermique, plutôt que de passer plusieurs étapes, faire direct du thermique. Pourquoi on ne fait pas du solaire thermique? Parce qu'on pourrait le faire très bien, direct, chauffer l'eau avec un panneau solaire thermique, essayer de récupérer les rayonnements solaires, chauffer l'eau et introduire l'eau dans les radiateurs. Bon, est-ce que ça marche partout? Bon, quand il n'y a pas de soleil, quand il y a trop nuageux, peut-être que ça ne marche pas. Mais déjà en été, au lieu de brûler le gaz pour se faire de l'eau chaude pour se laver, on pourrait mettre un chauffe-eau solaire. Parce que déjà il fait très chaud. On pourrait récupérer. Mais bon, il y a plein d'idées, mais après il faut arriver à les mettre en place. Mais ce n'est pas toujours simple. Donc une autre idée, si on veut de l'électricité, on peut faire directement de l'électricité avec des cellules solaires, des panneaux solaires. On connaissait toute la technologie actuelle de fabrication des panneaux solaires, elle est basée sur les technologies des années 50.
c'est le base du silicium. Le silicium commence à manquer. Pourquoi? Parce que le silicium est extrait du sable. Et le sable, on l'utilise partout, dans les constructions, pour faire des vitres, etc., etc. Donc, on met en plus pour l'électronique. Toute l'électronique, plus les téléphones portables. Et en plus, on les jette. Parce que c'est pas assez beau après 3-4 ans. Donc, toutes ces technologies-là, l'électronique, plus les panneaux solaires fabriqués seulement, c'est la même technologie que l'électronique. C'est basé sur le silicium. Et le silicium, commence à manquer. Vous voyez aussi, on dit la crise de semi-conducteurs. On aura la crise de tout si on exagère. Si on surexploite et si on ne fait pas un équilibre. Et donc là, les principes, bon, je vais passer plus vite pour l'extraction. Donc, le silicium, on l'utilise pour tous ces appareils qu'on utilise actuellement. Donc, c'est basé sur les principes de la microélectronique. Là, je vous montre juste quelques panneaux photovoltaïques qui sont différents de ce que vous connaissez. Ils ont fait en forme de tuile. Donc, c'est des études de différentes universités. Ça peut être de différentes couleurs, ça peut être plus design pour ceux qui n'aiment pas le bleu foncé, même que c'est le plus performant. Le rendement de conversion de rayonnement, enfin d'énergie radiative du soleil en électricité, c'est 24%. Donc on ne peut pas faire plus avec le silicium. Maintenant, il y a d'autres matériaux qui on essaye, parce que le silicium, par exemple, pour faire des cellules en silicium, ils ont des épaisseurs de 200 microns. La technologie couche-mince, on passe de 200 microns à 200 nanomètres. Donc on réduit la quantité du matériau par 1000 pour produire la même chose. Donc c'est d'autres technologies. Après, on peut utiliser des technologies à base de polymères. Donc ça aussi, c'est en étude, parce que bon, il y a des cellules qui fonctionnent peut-être bien, mais ils ne durent pas assez dans le temps. Les cellules en silicium, quand même, l'avantage, ça dure 30 ans. Et même, ça pourrait durer plus. Ce qui se dégrade, c'est par exemple les connectiques, tout ce qui est annexe en fait, au circuit, pour l'encapsulation. Mais le silicium en lui-même, il résiste bien. Donc s'il serait bien protégé avec le verre, tout ça, il résiste plus de 30 ans. Maintenant, les cellules organiques, bon, c'est bien, c'est léger, c'est base de polymère, il faudra voir, bon, c'est peut-être plus biodégradable, mais le problème, c'est que des fois, ils ont des rendements un peu moins, en laboratoire 18%, et le fait qu'elles ne durent pas dans le temps. Ça peut durer 4-5 ans, on ne va pas changer le poids tous les 4-5 ans. Donc voilà, donc c'est encore en recherche. Donc ça c'est... maintenant il y a d'autres nouveaux matériaux pour fabriquer les cellules solaires qui dépassent les cellules organiques. Là vous avez l'évolution des rendements des cellules solaires, les différentes technologies. Donc vous voyez tout ce qu'on trouve sur le marché à proportion de plus de 95%, c'est la technologie qui date des années 50, qui est à base de silicium. D'autres technologies sont en cours de développement, en recherche, donc c'est des cellules à base de perovskite, c'est des nouveaux matériaux qui atteignent un rendement aussi performant que le silicium. Et donc c'est en cours d'étude pour ce qui est la stabilité. Mais on peut faire même mieux que le silicium, à atteindre des rendements de 30 ou 35%. Donc il y a des cellules pour application spatiale, mais ce n'est pas un seul matériau, ça implémente plusieurs cellules, et ça on appelle des cellules tandem, ou des cellules multijonctions, et là on peut arriver à des rendements de 43%. Mais c'est beaucoup plus coûteux et c'est des matériaux rares. Tandis que ça, c'est la base de perovskite, ce serait des matériaux beaucoup moins onéreux et beaucoup plus faciles à produire à grande échelle. Donc par exemple, les systèmes de production de ce type de cellules solaires, par exemple, c'est des technologies qu'on appelle roll-to-roll. Je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est comme si on faisait du tissu en imprime et après on peut mettre ça sur des grandes surfaces. Mais l'idée, maintenant, parce qu'on dit, bon, il faut stocker l'énergie. Mais pourquoi la stocker? Parce qu'on peut faire des réseaux électriques. Si on mettrait partout du solaire, c'est comme les réseaux actuels. Donc un grand challenge, ce serait si on pourrait faire, mais est-ce que ce serait faisable? Est-ce que le transport en perdrait? Est-ce qu'on peut faire des systèmes autonomes? Pourquoi on aura besoin de stocker? Si on fait, parce que la Terre tourne, il y aura toujours un endroit où il y aura du soleil. Je veux dire ça, c'est pas une nuage. Donc ça, c'est un grand challenge. Une autre idée, ce serait, donc si on parle du principe que moins on transforme l'énergie, mieux c'est, parce que ce qu'on n'a pas transformé, ça reste en énergie thermique. Donc si on transforme moins,
Donc pourquoi passer par l'électricité? Est-ce qu'on pourrait faire des dispositifs qui utiliseraient directement l'énergie du soleil? C'est ça le grand challenge, mais ça ne va pas être peut-être ni pour la semaine prochaine, ni pour l'année prochaine. Quand j'ai présenté il y a plus de 10 ans ces premières idées, je me suis dit ça va prendre 100 ans. Mais je me suis trompée parce que l'évolution de la technologie est beaucoup plus rapide. C'est exponentiel. Et déjà maintenant, depuis 10 ans, on voit déjà les premiers dispositifs qui utilisent directement les photons à la place des électrons. Donc la même chose qu'on a fait avec les électrons, on pourrait faire avec les photons. Et l'avantage serait quoi? Parce qu'au lieu d'avoir besoin de transformer l'énergie solaire en électricité, ou n'importe quelle autre énergie, charbon, pétrole, etc., au lieu de transformer direct pour faire de l'électricité, donc générer des électrons, parce que les ordinateurs, les téléphones ne fonctionnent pas avec des photons directs. Ils ne fonctionnent pas avec la lumière, ils fonctionnent avec les électrons, et les électrons, on les a générés avec des centrales électriques. Donc l'idée sur laquelle je me suis basée dans cette réflexion il y a plus de 10 ans, moins on transforme, moins on perd, donc, enfin dans le sens parce qu'on ne va pas perdre l'énergie, il se conserve l'énergie. Mais on aura moins d'énergie thermique. Parce que les 30% d'électricité et 65% d'énergie thermique, on voit que ça ne nous aide pas dans la vie quotidienne d'avoir trop de chaleur, non? Donc, est-ce qu'on pourrait faire au moins pour les dispositifs électroniques, faire la même chose avec des photons, ce qu'on fait avec les électrons? Et dans les principes, c'est assez facile. Enfin, facile dans le concept. Après, comment on le fait? Parce que vous voyez, pour les téléphones, quand je vous disais que j'ai pensé que ça va prendre 100 ans pour faire la même chose avec les photons de ce qu'on a fait avec les électrons, parce que, imaginons ça a pris 70 ans pour faire les ordinateurs et les téléphones, tous les dispositifs qu'on utilise maintenant. Mais ça a pris 70 ans et c'est des efforts des milliers de chercheurs de toute la planète, chacun un petit peu, on arrive à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec les photons? Donc, le principe, il faut le penser dans la communication, parce que beaucoup sont utilisés pour la communication. Hein? Beaucoup de ces dispositifs, c'est pour la communication et les calculs. Bon, on a eu une évolution de la codification. Bon, on ne connaît pas encore par quel mécanisme on peut communiquer par la pensée. Pour l'instant, on ne sait pas, mais on sait que ça existe. Mais on ne connaît rien. Comment ça fonctionne, bon. On ne connaît pas, on sait seulement que les fréquences sont moins de 100 Hz. Après, la première façon de communiquer, c'est par la mimique. Un enfant qui ne sait pas parler, il ne sait pas communiquer, mais il fait des mimiques, on le voit, on doit le comprendre. Donc ça, c'est une première façon de communiquer. La deuxième façon de communiquer, c'est le langage. On lui a appris à parler à l'enfant, les gens parlent et peuvent communiquer. La troisième, enfin, la codification suivante, ça a été l'écriture. On écrit, on communique par écrit. Après, on a la communication audiovisuelle. On a appris à transmettre à distance un signal audiovisuel par des câbles, etc. Après, on a une autre, la dernière façon de transmettre une communication, c'est la codification. Donc avant, bon, on avait tous ces éléments, des cassettes audiovisuelles, donc c'était une autre façon. Maintenant, tout est digitalisé. Comment on transmet une information digitalisée? En fait, on a codé, tout est en 0 et 1. On a tout. On veut écrire quelque chose, chaque mot, on peut l'écrire avec des successions 0,1, 0,1 ou n'importe, chaque lettre a une codification, un 0 et 1. Ça veut dire quoi 0 et 1? Ça veut dire une présence, une absence. Une présence, une absence de quelque chose. Donc si vous pensez au code Morse, c'est très facile. Avant, on tapait, tu entends le son, tu n'entends pas le son. Donc c'était aussi une codification qu'on peut appeler un 0,1. C'est une présence, une absence. Donc on peut faire présence ou absence de tout ce qu'on veut. Donc l'électronique et tout ce qu'on fait maintenant en communication digitale, c'est présence ou absence d'une tension électrique, d'un pulse électrique. D'accord? Mais on peut faire la même chose avec la lumière. J'éteins, j'allume la lumière, j'éteins la lumière. Donc je fais le même code, comme le code Morse. Donc je peux transmettre une information à plus longue distance ou à plus courte distance, juste
par la présence ou l'absence de quelque chose. Dans notre cas, soit c'est le signal électrique, si on va transmettre ça via l'ordinateur, via les téléphones portables, ou soit à distance, même des signaux lumineux, tu le vois. Mais maintenant, on fait même mieux, parce qu'il y a toutes les fibres optiques. Est-ce que vous avez compris pourquoi on a les fibres optiques? Donc voilà le codage. Par exemple, si je veux écrire, on peut écrire en tous les langues. L'enfant, il réfléchit. Après, il parle, après, il écrit sur un ordinateur, il a transformé l'écriture en signal digital. Donc, comment on écrit par exemple hello? Vous voyez, le H, c'est 0, 1, 1, 0, 1, 3, 0. Ça, c'est H. Après, c'est E, et 0, 0. Donc, on peut écrire avec 0, 1, tout ce qu'on veut, dans toutes les langues, et transmettre une information. Et donc, ça, je vais comparer. Donc, on peut faire ça avec des pulses électriques ou des pulses optiques. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on passe souvent l'électricité à des signaux électriques à signaux optiques. Parce qu'à grande distance, on peut transporter une quantité d'informations beaucoup plus importante par des fibres optiques, en fait des signaux optiques. On allume un éteint, la lumière dans une fibre optique, on en fait traverser un signal optique. Donc, on transmet une information. Donc, on transfère, par exemple, avec une LED, le signal électrique, vous allumez, vous éteignez la LED. Et à grande distance, il y a les pulses lumineuses qui sont transportées par les fibres optiques. Et à plus courte distance, on revient à l'électricité. Donc, on ne fait que jouer avec ça, de optique à électrique et d'électrique à optique. Et donc, le principe actuel de communication, c'est celui-là. Vous voyez, on a le transmetteur, le récepteur, on a digitalisé l'information et on peut la transporter à grande distance, soit par câble, soit par filaire, ce qu'on appelle filaire de câbles électriques, ou des câbles optiques, ou sans fil, par Wi-Fi. Et donc on transfère. Donc pour l'instant, et quand on arrive au récepteur, les récepteurs, il faut retransformer les signaux optiques en signal électrique. Donc on a besoin d'électricité. Donc l'idée serait, est-ce qu'on pourrait faire la même chose? Donc voilà ce qu'on fait actuellement. Donc on peut convertir l'énergie solaire en électricité. L'électricité, on a l'ordinateur ou tous les dispositifs de communication, qui utilisent les électrons. Et après, on a des LED, on peut faire, par exemple, transmission des données par l'IFI. Vous connaissez, l'IFI, c'est Light Fidelity, donc au lieu d'utiliser, on peut faire des pulses lumineux et à courte distance, on transfère l'information par la lumière. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose, mais sans passer par l'électricité? Donc l'idée, ce serait de faire la même chose qui a été fait en électronique, mais au lieu d'utiliser des électrons, d'utiliser des photons. Donc c'est comme si on injectait dans l'ordinateur, pas de courant électrique, mais un signal lumineux modulé qui contient une information. Donc il faudra trouver toutes les équivalences qui ont permis à la construction de l'électronique. Donc il y a le vecteur d'information, réaliser les circuits, réaliser les générateurs. Il y a quatre éléments de base et réaliser les transistors. Donc en photonique, presque tous auraient été, c'est incipient, il faut s'imaginer l'électronique il y a 70 ans. On est à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on savait il y a 70 ans sur l'électronique? On n'avait rien de tout ça. Et si quelqu'un m'aurait vu avec un téléphone portable, il dit c'est des extraterrestres. Et ils demandent tout à un boîtier et ils ont toutes les réponses. Donc, le stade actuel des dispositifs photoniques, c'est comme si l'électronique il y a 70 ans. Donc, mais le principe, sur le principe, c'est compréhensible. C'est la présence ou l'absence de quelque chose. Avant, c'était la présence d'un signal électrique, là, c'est l'absence du signal optique. Et donc, il y a les équivalences. Vecteur d'information pour l'électronique, c'est l'électron. Pour la photonique, c'est le photon, le solton, le plasma. Dans les circuits, on a les câbles en cuivre, en aluminium, en or pour l'électronique. Pour la photonique, les guidons. Tout le monde maintenant a un fibre optique. Donc ça, le fibre optique, c'est un guidon. C'est pour transporter la lumière. Bell, il avait eu cette idée de faire le photophone. Donc, au lieu d'utiliser les électrons, utiliser les photons et moduler la lumière. Et il avait fait, il y a 150 ans, mais à l'époque, on ne pouvait pas transporter l'information à grande distance parce qu'on ne connaissait pas les fibres optiques. Et donc, s'il y avait un arbre, ça y est, c'est coupé, la lumière traverse par l'arbre. Donc, avec des miroirs,
tu avais l'émetteur, le récepteur, et il faisait, ça appelait ça le photophone. Mais on ne pouvait pas transmettre l'information à longue distance parce qu'il y avait les obstacles. Maintenant, avec les fibres optiques, on n'a plus d'obstacles. On transporte, vous voyez, l'information, on met des câbles sous la mer, sur l'océan, et c'est à des milliers de kilomètres, il n'y a pas d'obstacle. Après, il y a les générateurs électriques. Les générateurs optiques, ce serait des lasers, hein, comme ça. Équivalent de générateurs électriques. Après, ce qu'on n'a pas encore fait, et ce qui va être difficile à faire, c'est le transistor. Les transistors en électronique trouvaient l'équivalent en photonique, en un dispositif qui utiliserait des photons. Et une fois qu'on a fait ça, on créerait directement l'énergie du soleil avec une modulation. Ça, c'est déjà fait, c'est connu. Et il reste à faire ça dans les prochaines années. Et après, on n'aura pas besoin de transformer l'énergie et pas besoin de faire de l'électricité. On pourrait, en principe, utiliser directement l'énergie du soleil. Donc, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Actuellement, on peut utiliser l'énergie solaire. On peut l'utiliser pour du chauffage parce qu'on a besoin des différents. On a besoin de chauffage, d'éclairage, de moteurs, d'informatique, de la communication. L'énergie solaire, on pourrait l'utiliser plus, optimiser pour faire du chauffage. On peut l'utiliser pour la lumière. Donc là, c'est peu développé, mais c'est une idée. Pourquoi on fait des bâtiments fermés et on utilise l'électricité? Souvent, on a tout fermé en plein jour et on a des amphis. Là, on pourrait faire des puits de lumière avec des fibres optiques. Et tu prends la lumière de l'extérieur, tu la ramènes à l'intérieur. Donc voilà un moyen aussi de réduire la consommation d'électricité quand tu as ici la lumière. Mais on a créé des bâtiments et non. Donc c'est une solution. Une solution qui peut-être pas si difficilement faisable. Donc on peut exploiter déjà la lumière du jour dans les espaces. Soit on est dans un sous-sol, là oui, il faut de l'éclairage, mais bon, comment on peut utiliser déjà les fibres optiques, faire des puits de lumière. Il y en a des maisons ou des endroits où on utilise des puits de lumière. Bon, donc ça c'est pour ça. Bon, on ne peut pas se passer d'électricité pour les moteurs, pour l'informatique. Pour l'instant, on ne peut pas. Et donc, dans le futur, donc pour ce qui est de l'informatique et la communication, j'ai présenté quelques pistes. Et ça commence déjà à se faire. Et vous avez, ça commence, c'est incipient. Donc les premiers résultats, déjà après 10 ans, je me suis dit, je ne sais pas là quand on va se faire, mais peut-être avec la rapidité de l'évolution de la technologie, je serai là. Et bon, après, une autre pour les moteurs, bon, ce serait la propulsion. Est-ce qu'avec la lumière, on arriverait à faire bouger des choses? Et il y a des recherches, par exemple, en Écosse, un chercheur qui réussit à faire bouger des objets avec la lumière. Des objets pas trop lourds, très fins, comme des bouts de polystyrène très fines. On peut les faire bouger par la lumière. Donc ça, c'est un premier article que j'ai publié en 2014 qui présente très brièvement ces idées, comment passer de l'électronique à la photo. Donc pour vous faire une idée, voilà le premier transistor, à quoi il se ressemblait en 1947. Vous voyez la tête, c'est pas très joli, mais c'est juste un semi-conducteur avec des fonctions PN, ou un PN, ou un transistor de type MOS. Et on est passé de ça à ça. Et bon, là, le premier circuit photonique, bon, on utilise pour l'instant encore le silicium. Peut-être dans le futur, ce serait d'autres matériaux. Et donc, ça serait des dispositifs grands, communs et porteurs. Maintenant, une autre question philosophique. Est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi? C'est-à-dire, on a besoin d'énergie, on ne veut pas passer par l'électricité parce que le rendement n'est pas bon, et on fait 35% d'électricité, 65% de chaleur. Pourquoi on veut communiquer? C'est ancré en nous, le besoin de communiquer. Les Égyptiens nous ont laissé des témoignages, des papyrus, des pyramides. Ils ont gravé dans la pierre une information. Non? Parce qu'on a besoin de transmettre l'information aux autres générations. Parce qu'on considère une information utile que les autres ont besoin, on va dire, pour survivre. Là où on se bat pour survivre parce qu'on veut un climat qui nous permet de vivre et de survivre.
Les ancêtres, à chaque fois, ils ont essayé de transmettre, de communiquer quelque chose, mais quelque chose d'important. Donc maintenant, si on va faire les dispositifs photos pour communiquer, etc., bon, on est passé de ça, 4000 ans. Après, on a eu des bouquins, après les bouquins électroniques, après, on aura des bouquins électroniques plastiques, qui sont sur des supports sucres. On a déjà fait du papier électronique. En fait, sur du papier, on fait des circuits électroniques. Et on va passer au papier qui utilise pas les électrons, mais les photons. Donc, on va dire qu'on a évolué, on a fait, on a transmis, on va le faire, on va pouvoir le faire, etc. Maintenant, la question philosophique, c'est pour transmettre quelle information? Parce que de nos jours, tout le monde parle, peut dire ce qu'il veut, peut transmettre sur sur l'Internet, parce qu'Internet, c'est la mise en commun de toutes les connaissances du monde, de la planète entière. On met en commun et on a accès de là jusqu'au l'autre bout de la planète. À l'instant T, on peut savoir qui a dit quoi. Donc, c'est quand même impressionnant. Maintenant, c'est pour transmettre quelle information? Parce qu'on consomme beaucoup d'énergie. On consomme là aussi beaucoup d'énergie, mais pour transmettre quelle information? Le problème que je trouve maintenant, et là ce serait encore à d'autres, les jeunes, peut-être qu'ils vont trouver une solution, ce serait comment on trie cette information. Parce que maintenant, tu es face à 8 milliards de personnes qui chacun peut dire ce qu'il veut. Et toi, tu es tout seul et tu dois filtrer, tu dois savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, qu'est-ce que je prends, comment je vérifie. Et toi, tu es tout seul, mais la connaissance est commune. On a mis en commun, au début c'était bien parce que la formation qu'on avait était quand même filtrée, elle était jugée, réfléchie, c'était des universités qui mettaient, c'était pas toutes les informations. Maintenant, en tant qu'individu, et vous êtes tous confrontés à ça, et les étudiants aussi, et moi je me confronte à ça en tant qu'enseignant-chercheur, parce qu'ils ne veulent plus faire des calculs, ils disent je trouve ça sur Internet. Mais maintenant tout est mélangé, du vrai et du faux. Et toi, comme individu, tu dois réfléchir, tu dois être capable de dire sur 8 milliards qu'on est sur la planète, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc c'est un challenge. Et ça parce qu'on veut communiquer. On veut communiquer, on veut transmettre une information. Quelle information? Et comment on va être capable de faire le tri, de garder ce qui est bon, ce qui est utile, et dans quel sens on y va, et pourquoi. Donc voilà une question philosophique. Donc si on arriverait à faire des communications dans le futur en utilisant le soleil, on va pouvoir peut-être utiliser la fibre optique directe du soleil, on va avoir des moyens de communication, du calcul, etc., etc. Ou sinon, la question philosophique, est-ce qu'on va être capable, on n'a pas besoin de tout ça, et on communique autrement. Voilà, donc si vous voulez plus savoir, bon, c'est un livre, il est en anglais, bon, ça présente un peu plus en détail toutes les technologies pour les cellules solaires, mais aussi les premiers pas vers les dispositifs du futur qui utiliseraient directement l'énergie solaire sans la transformer. Donc utiliser les photons à la place des électrons. Mais on est dans un état très incipient. C'est au début. Il faut s'imaginer comment était l'électronique il y a 70 ans. Donc on est à ce stade-là. Donc le but de la recherche, c'est de protéger notre planète. Aujourd'hui, on a certains systèmes. Demain, peut-être on aura d'autres. Voilà. Donc, mais après, c'est aussi aux gens de choisir leur chemin. Enfin, on ne peut pas décider en tant qu'individu. Les décisions sont ensemble. Et maintenant, c'est au niveau de la planète entière. Parce qu'on ne peut pas dire que nous, on fait des efforts ici, dans cet endroit-là de la planète, mais à côté, il y aura des gens qui brûlent tout, le charbon et tout ça, parce que le gaz, il va se déplacer d'un endroit à l'autre, il n'y a pas de frontières. Donc, ce serait individuellement, à l'échelle de la planète, de trouver notre voie ou notre futur, ou ce qu'on veut. Voilà. Comment on veut que notre vie soit après ou plus tard, ou si on veut
garder ce mouvement perpétuel et que ce soit du progrès, pas que ça soit vraiment un progrès, mais pas forcément un progrès technologique à tout prix, parce que ce qu'on appelle du confort aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment du confort ou de l'inconfort? Voilà. Donc c'est avec beaucoup de philosophie aussi, je pense. On ne peut pas donner des solutions, enfin, la science peut donner des solutions techniques, mais les solutions existaient des fois depuis longtemps, mais on ne tient pas compte. Voilà. Après, c'est aussi la société de voir ce qu'elle veut. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. Mesdames, messieurs, du coup, je vous enjoins à poser vos questions à l'un ou à l'autre de nos intervenants ou deux. Oui, monsieur. J'aurais une question déjà sur le climat. On a parlé du réchauffement climatique, mais est-ce que c'est pris en compte? Il y a des paramètres en ce moment qui sont... il y a des couches de méthane en fait, qui sont solidifiées, et à cause du réchauffement climatique, ça a tendance, par exemple, dans le permafrost en Sibérie ou dans les océans, ça se réchauffe et apparemment c'est 4 fois plus nocif pour le climat. C'est tous les gaz. Ouais, c'est tous pas les gaz. que le CO2. Mais est-ce que ça c'est pris en compte dans l'évolution Pour le du changement climat, climatique? c'est mon collègue qui peut vous dire. Alors, pardon, désolé. La libération du méthane qui est léger, là, à rappel, je ne sais pas dans quelle mesure, là je lis la limite de ma connaissance, dans quelle mesure c'est pris en compte. Est-ce qu'on connaît vraiment le volume de gaz qui sera libéré? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que en fait, c'est effectivement un gaz à effet de serre. Alors, on a un tableau qui donne le CO2 pouvoir réchauffant comme étalon, l'unité 1 par exemple, et le méthane c'est 12 fois supérieur au CO2. Alors avec, par contre, une durée de vie dans l'atmosphère qui est moins importante. Bon, ça compense entre guillemets un peu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, en fait, cette libéralisation, ce dégagement de méthane va produire un réchauffement supplémentaire. Et après, ce serait une question sur l'énergie. Est-ce que la fusion peut aider La fusion, si on réfléchit un petit peu, parce que c'est bien d'observer la nature, comprendre, la fusion, qu'est-ce que ça nous aiderait, qu'est-ce qu'on apporterait? On regarde le soleil. Dans le soleil, c'est des réactions de fusion. Le soleil, c'est une centrale nucléaire. Mais l'énergie, vous imaginez déjà qu'on joue avec le feu quand on fait de l'énergie nucléaire, la fusion, ça va être la même chose. Encore pire, parce que ce serait des forces énormes pour forcer des atomes. Et imaginons que ça va aspirer ou ça va générer de l'énergie. Et il faut se dire, mais ce besoin d'énergie tout le temps, c'est pourquoi faire? Enfin, pourquoi? Quel est notre but? Vous voyez? Parce qu'on vivait en harmonie avec la nature. On vivait, mais il faut un équilibre. Comme on disait pour la forêt. La forêt, elle nous aide. On évite d'émissions de CO2. Elle nous génère déjà le carburant, le bois, tout ça. Mais si on brûle, parce que quand on brûle toutes les ressources, on brûle la forêt. Le réchauffement climatique fait que la forêt brûle. Donc on serait dans un cercle vicieux. Tu n'auras plus la centrale de captation de CO2. Et qui va créer le bois, et le bois qui se transforme en charbon, et le charbon qui se transforme en pétrole. Donc on a tout ça. Mais si on regarde déjà tout ce qu'on gaspille en termes d'électricité et de pétrole, regardons juste les appareils pour souffler les feuilles. Vous êtes d'accord avec ça? Le bidon de pétrole sur le dos, le bruit, la pollution, juste pour faire que ça fasse joli. Et on peut le faire à la main, ça va faire joli, ça fait moins de pollution, on n'a pas besoin de pétrole. On n'a pas besoin de brûler. Et d'autres gaspillages, il y en a plein. Déjà, on pourrait... Après, on va vivre un équilibre. Parce que la nature nous donne presque tout. Mais il faut être un équilibre. Et on peut vivre bien.
Maintenant, pourquoi plus? À un moment donné, on va avoir plein de gaz, ça va chauffer partout, on transforme tout ce qui était solide, liquide en gaz. Et donc, je vous disais l'appareil, là, qu'on peut voir tout de suite. C'est un appareil pour démontrer les lois du gaz. C'est un truc basique de deuxième année, même au lycée, ou des gens qui étaient plus avant, se faisaient ça au lycée. Mais ce qui est intéressant de voir, parce que soit on a un volume, on introduit du gaz, soit là je ne vais pas apporter un pompe pour remonter le gaz et voir que plus il y a de l'agitation thermique, plus la température va monter. On fait autrement. Au lieu de je réduis le volume, ce qui revient à dire avoir plus de molécules de gaz dans un volume plus petit, plutôt que comprimé. Et vous verrez, si vous comprimez, comment la température monte. C'est facile à comprendre. Mais bon, la nature nous aide, elle capte aussi. La forêt, elle le fait. Elle ne demande rien, elle ne demande pas d'argent. Non, la forêt, elle ne demande pas d'argent pour capter le soleil. Donc c'est à nous aussi de voir, mais c'est une réflexion au niveau planétaire. C'est difficile. Donc la fusion nucléaire, pourquoi faire? On a fait les centrales nucléaires, bon, on l'a fait, on a fait du progrès, et on a vu que, bon, 35% d'électricité, 65% de chaleur. La fusion, beaucoup de gens en parlent, moi je ne crois pas trop. Enfin, pourquoi faire ce que le soleil fait déjà? On veut reproduire un petit soleil sur la Terre? Est-ce qu'on connaîtra les conséquences? Est-ce qu'on va maîtriser ça? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'en faisant ce que le soleil fait, c'est comme en prenant c'est de la fusion nucléaire, le soleil? Imaginons un petit soleil sur la Terre. Moi, je ne peux pas trop m'imaginer, je ne sais pas si je veux m'imaginer. Mais après, bon, je pense scientifiquement ou techniquement, on va dire on peut, plus tard ou plus tôt, peut-être on va pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, on paye les erreurs du passé. Parce qu'on n'a pas tout pris en compte. Ou comme je dis souvent, si une personne jette un papier par terre, ça ne va pas se voir. Mais si des millions, des milliers jettent, ben vous voyez les déchets, ça fait un continent dans l'océan Atlantique. Donc, à petite échelle, peut-être ça ne compte pas, mais il faut s'imaginer que tous les gens vont vouloir faire pareil. Alors, le monsieur devant a une question aussi. Moi, j'avais deux questions en fait. Oui. Déjà, par rapport à la fusion nucléaire, il me semble que le problème, c'est les déchets nucléaires. Parce que la fusion, si j'ai bien compris, ne génère pas de déchets comme la fission. La deuxième question, c'est ce que vous dites par rapport au fait que quand on a une centrale nucléaire, par exemple, on génère de la chaleur. Il y a 65% finalement d'énergie qui va se retrouver en chaleur. Oui. Mais est-ce que cette chaleur dégagée n'est quand même pas négligeable par rapport à l'énergie reçue du soleil? L'énergie du soleil, on la reçoit de toute façon. Pourquoi ne pas l'exploiter? Oui, mais c'est pas cette. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus l'énergie du solaire qui fait réchauffer le climat, plus que l'énergie. Oui, mais jusqu'à présent, il y a 200 ans, elle ne réchauffait pas. Vous voyez les courbes, non? Vous voyez les courbes? Le soleil nous chauffe. D'une part, c'est bien qu'il nous chauffe parce que sinon on ne serait pas là. Il n'y aura pas des arbres, on n'aura pas quoi manger, etc., etc. Mais il faut un équilibre. Nous, on est en train de créer un déséquilibre. Pour compléter ce que dit monsieur, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, dans le domaine des transports et dans le domaine de l'activité industrielle, qui sont des domaines très importants, on n'a pas encore la capacité d'utiliser en direct l'énergie Pour solaire. les transports, c'est difficile. Oui. Oui, parce qu'on Et n'a donc, pas il faut bien qu'on passe par l'énergie électrique. Et l'énergie électrique, du coup, aujourd'hui, la perspective qui paraît, enfin, me semble-t-il, là je suis Pour l'instant, on ne peut pas faire des moteurs photovoltaïques. Voilà, donc il faut bien faire, on peut faire des moteurs électriques, mais l'électricité, la solution qui génère le moins de problèmes aujourd'hui semble être l'énergie nucléaire. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut arrêter le nucléaire du jour au lendemain. Ça ne va pas être possible de nos jours. Ça ne va pas être possible. De faire notre mode de vie, la façon dont on est habitué et dont on fonctionne, on ne va pas pouvoir arrêter du jour au lendemain le nucléaire.
Parce que, en fait, Mais il faut, moi je pense qu'on peut continuer comme on fonctionne maintenant, mais déjà réduire ce qu'on fait un peu de manière absurde, on gaspille, voilà. Non, c'est vrai qu'on était dans l'insouciance. Moi, je trouve que l'année 2022 est une année extrêmement bénéfique. C'est-à-dire que c'est une année qui a été un peu catastrophique au niveau climat. Enfin, c'est-à-dire qu'on a eu des températures très chaudes. Mais c'est une année qui nous fait prendre conscience. Oui, c'est malheureux qu'il faut arriver à ça. Parce que des gens moi, je dis très simplement que jusqu'à 2022, j'écoutais les rapports du GIEC, etc. etc. Puis je me suis dit, mince, mais ça commence à devenir... Là, j'ai touché du doigt. Et cette année, le matin, quand je me lève, chez moi, il fait 16. Et puis, dans la journée, il fait 10. Voilà, les gens sont là, enfin, l'humain est fait comme ça. Tant qu'on ne nous touche pas directement, on n'y croit pas. Et puis je me sens pas plus mal, je garde ma laine polaire toute la journée. Puis voilà. Oui, après, voilà. Ça dépend ce qu'on veut. Moi aussi, je me suis dit, je voulais un labo de recherche vu à la mer. Je suis à 150 km. Bon. Avec le réchauffement climatique, la mer va arriver chez moi. Donc, on peut dire qu'il y a des bons côtés, non? Si on fait ça comme ça, on peut dire, bon. Lionel, t'as dit c'est une bonne idée. En fait, alors, par rapport à 2022, c'est un premier marqueur, effectivement. Un premier marqueur visible pour tout le monde. Dans les courbes, on a vu quand même que toutes les dernières années sont systématiquement plus chaudes que la normale. Là, on atteint des pics, mais sinon, les autres années étaient déjà des marqueurs, mais c'était moins flagrant. Après, dans les années comme ça de crise, alors, moi j'ai un proverbe que j'aime bien utiliser, c'est à chaque chose malheur est bon. Sauf qu'on a vu qu'avec 2019 et la fin de 2021, la crise du Covid, donc la baisse du CO2, la baisse des émissions de gaz à effet de serre de manière générale, et tout le monde s'est dit, on retourne dans le mode d'avant. Tout le monde a dit avec le sourire, on va faire un télétravail, on va, etc., etc. On va moins consommer, on va refaire local. Donc on a revu qu'en 2021 et 2021, on est revenu à des seuils identiques avant la crise. Donc, moi, j'ai malheureusement peur que là, on a effectivement, on se donne on a pris conscience, le grand public a pris conscience, mais que si 2023 entre guillemets n'est pas catastrophique, ce que je souhaite quand même, de manière générale, je ne veux pas qu'on oublie. Et après, par rapport au transport, pour moi, l'idée, c'est pas d'avoir des moteurs électriques, parce qu'après, on va se poser le problème de toujours plus de voitures, toujours plus de goudron, toujours plus de... Il va falloir du cuivre pour faire ces moteurs, etc. Même si la science, la technologie avance, enfin, l'idée, c'est de savoir si on a toujours besoin, dans la télécommunication, d'être aussi rapide, c'est ce que disait madame tout à l'heure. Est-ce qu'on a besoin d'avoir toujours le pull acheté sur je sais rien, la Redoute, H&M, etc., ou ce que vous voulez, hein. Est-ce qu'on a besoin de l'avoir dès demain matin? Est-ce qu'on peut attendre de l'avoir même tous les jours, etc. En fait, c'est notre pensée et ce lien au transport. Quand on a vu les émissions de gaz à effet de serre, une grosse partie est liée au transport. Si on prend l'autoroute, moi je suis venu par l'autoroute, et malheureusement, clairement, je montre ça, mais je suis quand même venu en voiture, à diesel, mais j'ai doublé des camions. Alors, il y en a, c'était des voitures, sur les fameux transports routiers de camions, enfin de voitures. Des fois, on voit des camions espagnols qui transportent des voitures, par exemple en Espagne. Il y a des trains qui pourraient faire ça, des choses comme ça. Hein. Enfin, on pourrait c'est toute cette relation à notre monde, à notre système de consommation qu'il faut revoir. Après, je veux dire quelque chose qui va créer polémique, mais si on se base sur les faits, donc la voiture électrique, c'est bien tant qu'on a produit l'électricité avec du soleil, du vent ou l'hydroélectricité. Parce que le rendement d'une voiture thermique, en fait, quel est le but d'une voiture? On introduit une énergie en entrée pour se déplacer. Donc énergie thermique
transformée en énergie mécanique. Vous savez quel est le rendement d'une voiture thermique? On apprend ça, le moteur Carnot me montre une limite. L'essence, on peut la chauffer jusqu'à plus de 1000 degrés. Donc on sait que le rendement d'une voiture thermique est moins de 70%. Dans les centrales nucléaires, c'est le même principe. Et les centrales thermiques, pardon, c'est tout ce qu'on veut, centrales thermiques. Sauf qu'on chauffe l'eau à 200 degrés. Donc le rendement de l'énergie thermique transformée en énergie mécanique, c'est de moins 40%. Et on fait après d'électricité pour les voitures. Donc entre l'entrée, la sortie, donc ce qu'on met comme énergie à l'entrée, et ce qu'on veut au final, parce que ce qu'on veut au final, c'est déplacer. Donc c'est de l'énergie mécanique, on passe par plusieurs étapes. Donc si on fait toutes les voitures électriques et on se base sur les technologies actuelles de production d'électricité, on fait qu'empirer les choses. Parce qu'au lieu d'avoir un rendement, par exemple, on met 1 litre de pétrole, on fait une thermocentrale. 1 litre de pétrole va générer 40% d'énergie mécanique qui est transformée en énergie électrique. Donc 1 litre de pétrole, on fait 30% d'électricité ou 40%, et cette électricité va permettre à la voiture de se déplacer. Donc on aura maximum 1 litre, d'un litre, que 40% qu'on va utiliser au grand max pour se déplacer. Le reste serait de la chaleur. Le même litre de pétrole mis dans la voiture thermique, c'est un rendement de 50%, plus 50 ou 60 pour le moteur diesel. Après, ça dépend des voitures. Bon, après, la pollution n'est pas la même, mais on déplace. Ça va être pas la pollution en ville, mais ça va être la pollution au niveau des centrales, qu'on va brûler du charbon, du pétrole, du gaz, du pétrole. Donc on déplace le problème et on pense bien faire, parce qu'on va dire l'électricité, ça ne pollue pas, il n'y a pas de CO2, etc. Mais il faut réfléchir de manière globale, du début à la fin. Qu'est-ce que j'ai introduit, qu'est-ce que j'ai obtenu, et pour quoi faire. Et quand on réfléchit comme ça, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, on voit bien Internet, il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de... Quand on va amplifier quelque chose qui est peut-être pas vrai, ou pas assez réfléchi, on va l'amplifier par des millions de milliards. Et comme j'ai dit aux étudiants, si moi je suis toute seule à vous dire quelque chose qui est vrai, mais il y a 1000 personnes qui vont dire que non, c'est pas vrai ce que je dis. Vous croyez qui? On a toujours tendance à dire que le groupe, ou ceux qui sont plus nombreux, ont raison. Et donc même si tu as raison, ben, si sur Internet, ça va dire que 1 plus 1, ça va faire 2, mais ça fait 3. Parce que beaucoup de gens vont arrêter de réfléchir, ou vont se dire, ah non, parce que lui, il a dit, c'est bon. Et on répète. Après, bon, voilà, moi, sur ce que je connais, enfin, que j'ai appris, Morpheus, l'école, et ce qu'on apprenait, les vieux livres, tout calcul comme ça, les résultats sont là. Maintenant, c'est à chacun de vérifier, comme je vous disais. On est 1 contre 8 milliards, chacun dit ce qu'il veut, mais il faut se baser quand même sur quelque chose. Et la science, quand même, l'avantage de science, c'est que la science, elle suit des règles dans la nature qui sont exactes, que tu ne peux pas nier. Si je laisse tomber le micro, il tombe par terre. Ça, vous ne pouvez pas le nier. C'est la loi de la gravitation. Bon. Alors, on va désormais passer aux 2 dernières questions, parce qu'il se fait un petit peu tard. Oui. Du coup, on va finir sur ces 2 questions, monsieur. C'est appréciable que vous ayez parlé de philosophie, parce que la question de l'homme prométhéen, une question qui a animé les grands débats sur les crises de la modernité qui ont affecté le début du XXe siècle. Enfin, le milieu du XXe siècle, disons, et singulièrement après la fin du second conflit, pour les raisons que l'on sait, et notre début du XXIe siècle, effectivement, la question rebondit. Alors, ceci étant dit, considérer la technologie comme étant liée à la politique, c'est presque un apalissade, parce que même les anciens Grecs savaient cela. Aristote nous dit que la politique, la police, c'est déjà une technique. C'est mettre en œuvre, effectivement, une série de savoirs au profit de la promotion d'un certain nombre de valeurs. Et chez les Grecs anciens, c'est la liberté, c'est l'autonomie, effectivement, de la conscience et des pratiques. Alors, dans notre siècle, cette question est plus embarrassante parce qu'on vit loin du cosmos grec.
Et on vit dans des considérations, effectivement, dans un monde, effectivement, qui lui est beaucoup plus heurté et qui est de plus complexe à comprendre, effectivement, et qui nous gêne, effectivement, pour faire la part des choses, parce qu'on n'est plus dans ce cosmos harmonique, effectivement, on est dans une réalité physique qui consomme, hein, et qui fait de nous des hommes prométhéens et des hommes prométhéens dans un grand inconfort, à la fois existentiel et physique. Voilà nos difficultés, en tout cas. Et le fait de vouloir durer, je citerai un autre philosophe, effectivement, qui en parle merveilleusement dans son éthique, c'est Spinoza, qui nous dit que nous sommes des êtres de continuation. Nous sommes animés par le conatus, c'est-à-dire que nous voulons durer, coûte que coûte, mais nous ne savons pas pourquoi. Nous sommes des êtres de continuité. C'est normal, non? C'est normal. Merci. Donc voilà, si vous voulez juste tester Une question. Et une dernière question, juste. Je voulais savoir, je sais qu'on utilise l'eau pour les centrales nucléaires, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'on va faire dans le futur de l'eau qui est nucléarisée. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Pourquoi vous dites nucléarisé? Parce que c'est des circuits différents. Oui. C'est pas un circuit qui va être de l'eau radioactive, vous pensez à ça? Oui, voilà, c'est ça, plus exactement. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de nucléaire, mais d'après ce que j'ai compris, c'est des circuits différents. D'accord? C'est un circuit séparé qui n'entre pas en contact avec les matériaux radioactifs. C'est comme si vous avez un circuit de refroidissement, mais extérieur, la radioactivité. Il n'y a pas de particules nucléaires? Non. Normalement, moi, je vous dis, je ne suis pas le spécialiste du nucléaire. Je connais juste les bases, quelques grandes lignes. Après, exactement, mais d'après ce que j'ai lu et j'ai compris, c'est que c'est deux circuits différents. Et il y a des pays où, par exemple, parce que là, par exemple, en France, il y a toute cette eau chaude, au lieu de la rejeter dans la mer, elle n'est pas radioactive. On pourrait la faire circuler. Il y a d'autres pays où c'est plus froid, en France, c'est pas assez froid que ça, où on utilise cette eau chaude pour réchauffer les maisons autour des centrales nucléaires. En France, ça se fait pas. Donc on pourrait quand même récupérer une partie de cette chaleur qu'on appelle chaleur fatale. On ne fait rien de cette chaleur. On pourrait récupérer pour faire un usage. Au moins en hiver, plutôt que d'utiliser l'électricité pour chauffer, déjà l'eau chaude est là, la chaleur est là. Si on a besoin de réchauffer les maisons, utiliser direct. Parce que c'est encore une utilisation directe. On a besoin d'énergie thermique, utiliser direct thermique. On ne va pas passer par une autre énergie et transformer. Et puis j'avais une autre. Attendez, juste par rapport aux centrales nucléaires et l'eau qui refroidit ces centrales, 2003 ou 2022, a montré la difficulté de ces cours d'eau qui viennent refroidir les centrales nucléaires, parce qu'avec des étés où il y a moins d'eau, le débit de ces cours d'eau diminue, et avec les chaleurs en plus extérieures, l'eau de ces cours d'eau se réchauffe. En fait, c'est plus là qu'est le problème des rivières qui refroidissent les centrales. C'est qu'à un moment donné, il n'y a plus assez d'eau, elle est trop chaude. Si ça s'évapore, parce qu'il fait trop chaud. Elle est trop chaude et il n'y a pas assez d'eau pour refroidir efficacement les centrales. Et parfois, ils sont amenés à fermer les réacteurs. C'est plus là que se situe le problème que sur les particules. C'est un cercle vicieux. Parce que plus on chauffe, la forêt brûle, plus ça va chauffer, il y a moins d'eau pour refroidir la centrale. Il faut atteindre le point d'équilibre pour un mouvement perpétuel. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir.